Les partis de la majorité ont resserré hier soir leur ordre de bataille pour affronter une année qui s'annonce difficile. Plusieurs manifestations d'agriculteurs en France à la veille du sommet d'Athènes. Ce sera une nouvelle fois la politique agricole commune qui devrait nourrir l'essentiel des débats de ce sommet. Le président de la République a inauguré ce matin le comité d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce comité sera chargé de donner son avis sur les expérimentations qui relèvent de la médecine et de la biologie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc le réalisme qui apparaît ce soir comme le grand vainqueur de la rencontre au sommet entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Un sommet marathon puisque les 16 délégués ont levé la séance à 22 heures après plus de 12 heures de réunion. Aucune décision spectaculaire n'a été annoncée, mais on peut dire ce soir que sur les sujets difficiles, les deux partis ont essayé de mettre les points sur les i. Les socialistes ont notamment réclamé un soutien plus ferme de la part de leurs alliés communistes, et cela pour aider l'action gouvernementale. Reste que dans ce genre de mise au point, rien n'est tout blanc ou tout noir. Alors les nuances de cet accord avec Jean-Michel Mercurol. Hier matin, il y avait deux textes en présence. Hier soir, il n'en restait plus qu'un. La seule façon de bien comprendre cet accord, c'est de comparer les trois textes, et c'est parfois difficile, même pour ceux qui les ont rédigés. Mais nous n'avons pas eu besoin de bouger. Je pense que Lionel lit mal mes textes. Ah non, c'était dans mon texte. C'est dans mon texte ce matin. Non. Tu me lis mal mes textes, Georges. Georges lit mal mes textes. Au départ, l'idée d'action commune figure dans les deux textes. Le PC veut agir contre les fermetures d'entreprises, le PS préfère soutenir le gouvernement. L'accord final parle de valoriser et de soutenir l'action du gouvernement. Rénovation industrielle, le PC ne veut pas sacrifier les industries traditionnelles. Le PS insiste sur les modernisations nécessaires. Selon l'accord, il faut tenir compte des grandes mutations en cours. Pouvoir d'achat, selon le PC, il baisse depuis un an. Mais pour le PS, le pouvoir d'achat a été maintenu. L'accord final parle de pouvoir d'achat moyen qu'il faut préserver. L'emploi, le PC dit que l'emploi total diminue. Pour le PS, le chômage est stabilisé depuis 82. Selon l'accord final, il faudra poursuivre l'action en faveur de l'emploi. En politique étrangère, seule divergence admise, les euromissiles. La question ne figure pas dans le texte de l'accord, mais rien non plus sur l'Afghanistan, la Pologne, le Tchad et le Liban. Il est vrai que Georges Marchais avait affirmé auparavant son accord sur ces questions. Reste maintenant aux deux partenaires à mettre en pratique leur accord de la même façon. Alors un accord de compromis donc placé sous le signe du réalisme. Mais il faut aussi dire, Albert Duroy, que les partis de la majorité n'avaient pas vraiment le choix. Oui, globalement donc, socialistes et communistes sont parvenus à un accord. Cela veut-il dire que les uns et les autres pensent aujourd'hui différemment qu'hier? Évidemment non. Ils sont d'accord non pas parce qu'ils ont supprimé leurs divergences, mais parce qu'ils ont décidé de ne plus en faire l'étalage. C'est la troisième étape d'une remise en ordre de la gauche. La première, au lendemain des municipales, a été le resserrement du gouvernement. Depuis, les fausses notes entre ministres sont devenues rares. La deuxième étape a été l'unanimité des socialistes au congrès de Bourg-en-Bresse. Il n'y a plus de petites phrases discordantes au sein du parti. La troisième étape, c'était le rappel des communistes à la discipline. Voilà qui est fait. Pourquoi était-ce urgent? Parce que 1984 sera très dur. Dur politiquement, les élections européennes s'annoncent mauvaises pour la gauche. Dur internationalement, le bras de fer Est-Ouest n'est pas terminé. Dur économiquement, la lutte contre l'inflation impose la fermeté sur les salaires, donc sur le pouvoir d'achat. Et dur socialement, la priorité aux industries de l'avenir, le coup de frein aux investissements à fond perdu dans les vieilles industries, charbonnage, sidérurgie, chantier naval, imprimerie lourde, peuvent embraser le front du chômage. La discipline décidée hier tiendra-t-elle le coup? On aura une première réponse dès le 16 décembre lorsque les charbonnages de France discuteront de la suppression éventuelle de 8000 emplois l'année prochaine. Pour la gauche, cette solidarité était impérative. Tous les baromètres politiques, qui étaient de plus en plus mauvais depuis un an, indiquent depuis 2 semaines une remontée très sensible de la cote du président de la République. Pour que celui-ci puisse mettre à profit cette fragile amélioration, il doit pouvoir compter sur une majorité en bon ordre, prête à affronter toutes les tempêtes. À 2 jours du sommet d'Athènes, les manifestations d'agriculteurs ont commencé en France. Après Montpellier hier, c'est à Perpignan aujourd'hui que les agriculteurs et surtout les viticulteurs sont descendus dans la rue pour protester essentiellement contre l'élargissement de la communauté à l'Espagne et au Portugal. Ces manifestations devraient se poursuivre tout au long du week-end, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture lundi du sommet d'Athènes.
Un sommet dans lequel les chefs d'État et de gouvernement vont devoir faire preuve, là encore, de beaucoup de patience et de sens du compromis, tant la situation est difficile aujourd'hui pour l'Europe agricole. Et l'on peut dire, en simplifiant, que c'est l'avenir de la communauté qui va se jouer à partir de lundi en Grèce. Il y a maintenant un peu plus de 21 ans qu'est née l'Europe verte. Elle a toujours été au centre des discussions, souvent douloureuses, notamment depuis 10 ans. Il n'empêche que 21 ans plus tard, l'agriculture européenne, revue et corrigée par la communauté, a totalement changé le paysage des consommateurs du marché commun. Jean-Louis Calmejane. Savez-vous ce qu'il y avait dans l'assiette du consommateur il y a 21 ans, c'est-à-dire au moment où on lançait les bases de la politique agricole commune? Eh bien, il y a 21 ans, le Français ne mangeait que 17 kilos de viande par an. Aujourd'hui, vous en mangez 10 kilos de plus, soit 27 kilos par an, soit encore un tiers de plus qu'il y a 21 ans. Il y a 21 ans toujours, vous-même ou vos parents ne mangeaient que 9 kilos de fromage. Aujourd'hui, vous en mangez 2 fois plus, soit 18 kilos par an. 2 chiffres, mais 2 chiffres très significatifs. Aujourd'hui donc, on consomme plus, mais paradoxalement, on dépense moins pour s'alimenter. La part des dépenses consacrées à l'alimentation par les ménages a diminué de moitié en 25 ans. Comment en est-on arrivé là? C'est en partie dû à l'évolution de l'agriculture française après la création du marché commun. En 20 ans, la production agricole française a augmenté de 70%, alors que dans le même temps, la population agricole diminuait presque de moitié. Ces dernières années, une exploitation agricole disparaissait toutes les 10 minutes. En clair, l'agriculture française a produit 2 fois plus avec un effectif 2 fois moindre. En 1960, un agriculteur français nourrissait 10 personnes. Aujourd'hui, il en nourrit 30. Vous vous souvenez comment c'était il y a un peu plus de 20 ans? Ah, mais oui. Il y a 20 ans, dans ces terres-ci, que nous cultivions d'ailleurs surtout avec des bœufs, le rendement était d'environ une vingtaine de quintaux. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, 65. Avec beaucoup moins de difficultés, car nous avons ces engins, au lieu de nous traîner derrière des attelages pendant toute la journée. Au fur et à mesure de la construction européenne, la politique agricole commune a poussé quelques pays à se spécialiser dans certaines productions agricoles. Ainsi, par exemple, les pays du nord de l'Europe sont devenus de gros producteurs de porc ou de lait, avec notamment leur fameuse usine à lait. L'Italie, elle, se spécialise dans le vin. Quant à la France, elle se distingue par sa grande diversité agricole, ce qui n'est pas sans lui poser des problèmes lors des discussions annuelles sur les prix agricoles à Bruxelles. Aujourd'hui, plus de 20 ans après la création du marché commun agricole et au moment où l'on discute de la réforme de la politique agricole commune, pour la France, l'aspect positif est sans aucun doute l'avantage qu'elle retire depuis plusieurs années de ses exportations agroalimentaires avec ses céréales notamment. La balance commerciale agroalimentaire, en effet, sera excédentaire encore cette année de près de 24 milliards de francs, soit plus de 2 mois d'importation pétrolière. L'aspect négatif et paradoxal, c'est la baisse régulière depuis 10 ans du revenu des agriculteurs français. Seules exceptions, les années 81 et 82. Finalement, à Athènes, c'est le sort de plus de 8 millions d'agriculteurs européens qui se joue. Et le ministre de l'Agriculture a déclaré hier au Sénat qu'il ne mettrait pas en péril les intérêts fondamentaux de l'agriculture française. Monsieur Rocard, qui ne sera pas à Athènes, a toutefois expliqué tout à l'heure à Jean-Louis Calmejane que tous les pays présents au sommet devront faire des concessions si l'on veut parvenir à un résultat. Tout le monde doit faire des concessions, la France compris. Mais selon la situation des pays, ces concessions sont de nature différente. Dans certains cas, les concessions à faire viseront probablement quelques produits. Dans d'autres cas, c'est par exemple le cas de l'Allemagne ou de l'Angleterre, les concessions à faire toucheront des dispositions intéressantes. Ou dans le cas de l'Angleterre, c'est d'accepter que la communauté lui coûte. Moins qu'actuellement, sûrement, il y a une correction nécessaire, mais moins qu'elle ne le croit. Dans le cas de l'Allemagne, c'est de renoncer à cette formidable rente, cet avantage que sont pour elle les montants compensatoires monétaires, c'est-à-dire une surtaxe sur l'activité des autres à son profit. C'est pas possible, mais c'est un sacrifice, une concession pour l'Allemagne d'abandonner ça. Dans le cas de l'Italie, il est probable qu'on va aider un peu moins l'huile d'olive. Dans le cas de la France, il est probable que nous aurons à admettre, comme pour l'Irlande d'ailleurs, tout le monde, mais enfin c'est en France et en Irlande que ça fera le plus mal, une certaine limitation de notre production laitière. Et vous pensez qu'on va obtenir un accord? C'est difficile à Athènes même. Je suis très optimiste sur le fait qu'on finira par faire l'accord dans l'année.
Est-ce qu'on peut l'avoir des Athènes? Ça, je ne prendrai pas le risque d'un pari. Là, c'est vraiment une négociation très dure. En général, ça ne se réussit pas toujours du premier coup. Après Jacques Delors, hier, Pierre Mauroy a précisé ce matin sa conception des hausses de salaire pour l'année à venir. Pour lui, il faut fixer le rythme de ces hausses de salaire à partir de l'objectif annuel d'inflation qui est fixé à 5% pour 1984. Et cela sous réserve bien sûr que cet objectif soit atteint. Ça, c'est donc pour 84. Mais tout n'est pas encore réglé pour l'année en cours, l'année 1983. Le problème du rattrapage du pouvoir d'achat des fonctionnaires, par exemple, reste toujours en suspens. Et ce soir, nous sommes en mesure de lever le voile sur le moyen qui sera probablement retenu par le secrétaire d'État à la fonction publique pour régler ce problème. Martine Gilson. Ce qu'on envisage sérieusement chez Anicet-Le Pors pour que les fonctionnaires ne perdent pas ou peu d'argent cette année, c'est l'attribution d'une prime exceptionnelle, la même pour tous. En fait, le secrétaire d'État à la fonction publique a le choix entre deux solutions. L'attribution de cette prime ou alors la traditionnelle augmentation en pourcentage. L'avantage de la prime, et c'est pour cela qu'on y pense très fort, c'est qu'elle est exceptionnelle pour 83 et qu'elle disparaît en 84. L'augmentation en pourcentage, elle, présente un gros inconvénient. On ne peut pas l'effacer. Elle augmente d'un coup la masse des salaires que l'on devra distribuer l'an prochain. Résultat, la prime qui pourrait être attribuée à la fin de cette année laisse intacte la masse des salaires pour l'année prochaine. Et le secrétaire d'État peut alors envisager de négocier avec les fonctionnaires pour 84 une augmentation de 4, voire 5%. Oui, Anicet-Le Pors va bientôt recevoir les syndicats de fonctionnaires pour discuter de ce projet. Je vous rappelle que les salaires de la fonction publique servent souvent de référence aux autres secteurs. À noter aussi que le gouvernement va réformer le financement du logement de façon à relancer la construction. Des mesures destinées à faciliter l'accession à la propriété ont été prises dans ce sens, mais elles sont très complexes et je vous renvoie pour plus de détails à votre quotidien habituel. Jacques Chirac est en Grande-Bretagne depuis 3 jours. Il a rencontré Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique, devant laquelle il s'est longuement exprimé sur l'Europe, et cela en prévision des prochaines élections européennes, au lendemain desquelles il souhaite donner un nouvel élan à la communauté, a-t-il expliqué. Pourtant, ce qui a retenu l'attention au cours de ce voyage, c'est la nouvelle image de Jacques Chirac, la nouvelle image qu'il se forge petit à petit. Il a ainsi multiplié les déplacements à l'étranger ces derniers mois, où il est intervenu sur de nombreux sujets. Une façon d'installer son image d'homme politique aux dimensions internationales. Jean-Louis Le Senne, qui suit Jacques Chirac, nous explique pourquoi. C'était à Washington au début de l'année. Jacques Chirac était venu se faire connaître d'une administration qui ignore souvent le personnel politique français. Plus tard, au mois de juin, le président du RPR portait à Londres sur les fonds baptismaux l'Union internationale des démocrates. À Bonn, M. Chirac et le chancelier Kohl ont longuement parlé d'Europe et de défense européenne. Enfin, ce matin, rencontre avec Mme Thatcher, une femme chez laquelle, dit-il, il admire la détermination. Non pas sur les questions européennes, bien sûr, mais pour ses dénationalisations et ses prises de position sur les euromissiles. Là, l'identité de vue est significative. There will be no sound and durable security in Western Europe unless the Federal Republic of Germany feels that its security is fully guaranteed by its allies in all eventualities. Unless this feeling exists, the temptation of pacifism will remain. Considéré il y a quelques années encore comme un pur produit de la classe politique franco-française, Jacques Chirac avait voulu montrer qu'il pouvait également parler économie au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de 1981. Depuis le début de cette année, M. Chirac cherche à exporter son image de marque. L'image désormais connue d'un Européen convaincu, l'image d'un représentant de la France à part entière, bref, l'image la plus importante pour un président, donc pour un présidentiable sous la Ve République. Mais même à l'étranger, Jacques Chirac n'oublie pas pour autant la multiplicité de ses casquettes. C'est ainsi que le maire de Paris a rencontré le maire de la Cité de Londres, une femme pour la première fois dans l'histoire du Royaume-Uni. C'est ainsi que le président du RPR est allé déposer une gerbe devant le quartier général de Gaulle pendant la guerre.
En Allemagne, le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, a voté ce matin la levée d'immunité parlementaire du ministre de l'économie, M. Otto Lambsdorff. M. Lambsdorff va donc pouvoir être inculpé dans l'affaire de pots de vin qui éclabousse son parti. Ce sera la première fois dans l'histoire de la République allemande qu'un ministre en exercice sera inculpé pour corruption. De Bonn, Michel Meyer. Dernière élégance du comte Lambsdorff, il a lui-même voté la levée de son immunité parlementaire au sein d'un hémicycle aussi vide qu'indifférent peut-être. Désormais, il n'est plus à l'abri des poursuites de la justice qu'il a inculpé de corruption. Il aurait en effet accepté quelques 400 000 de nos francs en contrepartie d'un dégrèvement fiscal accordé au groupe industriel Flick par son ministère. Poignée de main, signe d'amitié, ostensiblement, ses collègues du gouvernement continuent à le soutenir, y compris le chancelier Kohl. Une attitude qui déplaît à l'opinion, avec en prime le risque que son discrédit ne rejaillisse sur l'ensemble de l'équipe gouvernementale. De fait, le comte Lambsdorff semble s'accrocher à son fauteuil ministériel, fidèle en cela à son tempérament de battant. Pour l'instant, il attend son acte d'accusation. Sa démission n'est pas certaine, l'homme a l'intention de se battre, démissionner serait pour lui admettre sa culpabilité. Mais pourra-t-il résister longtemps à la pression de l'opinion et à une presse qui s'interroge déjà sur la corruption de l'État de Bonn dans son ensemble? Pourra-t-il tenir, au-delà de la semaine prochaine, face aux assauts répétés de magazines comme Der Spiegel, déjà en possession de la plupart des dossiers d'instruction? On en doute ici à Bonn, même si le procès ne doit théoriquement s'ouvrir qu'au cours de l'été 84. Au Liban, la trêve se poursuit dans la région de Tripoli, au nord du pays, et l'on a appris que Yasser Arafat avait demandé l'aide des Nations Unies pour évacuer ses soldats. Le chef de l'OLP souhaite que ces hommes prennent place à bord de bateaux battant pavillon de l'ONU. Les loyalistes palestiniens pourraient être accueillis en Tunisie, en Algérie, au Soudan et en Jordanie. En Jordanie où le roi Hussein a déclaré que Yasser Arafat serait lui-même bienvenu en tant que chef légitime du peuple palestinien. Une petite phrase du secrétaire américain à la marine qui pourrait sembler bien banale sortie du contexte centro-américain dans lequel elle s'inscrit. M. Lehman a en effet estimé hier que le Nicaragua était devenu une tête de pont cubaine en Amérique centrale. C'est une nouvelle mise en garde américaine contre le régime sandiniste et qui fait suite à des déclarations particulièrement brutales de l'ambassadeur des États-Unis au Salvador et alors même que des manœuvres se poursuivent à la frontière toute proche du Honduras. Si bien qu'aujourd'hui le gouvernement nicaraguayen ne cesse de répéter qu'il redoute une intervention américaine du même type que celle réalisée à Grenade, une crainte qui l'amène à faire des concessions inimaginables il y a quelques mois. Bernard Benyamin. 25 octobre 1983. Les Américains débarquent à Grenade, cette petite île des Caraïbes, en pleine confusion révolutionnaire. C'est la première intervention militaire des États-Unis dans la région depuis 1965, depuis Saint-Domingue. C'est surtout l'application d'une nouvelle politique plus forte qui vise directement le Nicaragua, une politique dont les conséquences commencent à se faire sentir. Les dirigeants sandinistes le comprennent si bien que dès l'annonce de l'intervention à Grenade, ils décident de lancer à travers le pays une gigantesque campagne de défense civile. Pour eux, en effet, le débarquement à Grenade n'est que la répétition d'un scénario qui pourrait bien se réaliser demain à Managua, d'autant que la menace se précise à leurs frontières. Au nord et au sud d'abord, avec ses contrastes, ses contre-révolutionnaires qui reprochent au régime nicaraguayen son caractère marxiste-léniniste. Au large de ses côtes ensuite, où d'impressionnantes manœuvres américano-honduriennes se déroulent depuis le début de l'été. Du coup, le gouvernement de Managua donne des signes de modération. Alors que l'on continue à se préparer à une éventuelle attaque américaine, on multiplie les gestes de bonne volonté à l'égard de Washington. Il y avait trop de Cubains dans le pays, eh bien 2000 d'entre eux ont quitté le Nicaragua il y a 3 jours. On n'envisage pas de les remplacer avant quelques mois. Il y a moins d'une semaine, le seul quotidien d'opposition, la Prensa, était sur le point de disparaître, faute de devises étrangères. Le gouvernement sandiniste vient de lui donner son accord pour l'achat de papier. La Prensa pourra continuer à critiquer les dirigeants sandinistes. Les Indiens Miskitos étaient réprimés.
Hier, Daniel Ortega, le coordinateur de la junte, a annoncé une amnistie pour cette communauté de 67 000 personnes, dont le tiers avait trouvé refuge au Honduras. Jusqu'à Thomas Borge, le ministre de l'Intérieur, qui vient de se voir refuser un visa d'entrée aux États-Unis, cela ne m'étonne pas, s'est-il contenté de déclarer, il faut du temps pour normaliser les relations entre nos deux pays. Bref, il semble bien que les Américains soient à nouveau maîtres du jeu dans cette région, même si Gaspard Weinberger, le secrétaire d'État américain à la Défense, écarte pour le moment toute intervention américaine au Nicaragua. Nous n'avons jamais discuté de cette question, c'est très hypothétique, simplement nous savons que la situation au Nicaragua est la même qu'à Cuba. Je vous le disais, il semble bien que la démonstration de force faite à Grenade commence à porter ses fruits. À Washington en tout cas, où l'on va entrer en période électorale, on est persuadé que la pression exercée depuis de nombreux mois sur le Nicaragua est en train de payer grâce au débarquement des Marines sur une petite île des Caraïbes il y a tout juste un mois et demi. Le président François Mitterrand a inauguré ce matin le comité d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce comité est né à l'initiative des scientifiques, médecins ou biologistes qui sont confrontés d'une part à la rapidité des progrès dans leur domaine et d'autre part à ses conséquences. Des conséquences qui peuvent parfois heurter la morale puisque les recherches de ces dernières années permettent de modifier ce qui paraissait jusqu'alors intouchable, c'est-à-dire la vie. Martine Alain Regnault. Ils sont 36 membres, pas seulement biologistes et médecins, mais aussi juristes, philosophes religieux, qui examineront les pouvoirs et les devoirs de ceux qui sont à l'avant-garde des recherches sur la vie et l'être humain. C'est devenu un problème de société dont le chef de l'État a souligné l'importance. Ce qui est possible ou le sera bientôt n'est pas forcément admissible. Est-ce à l'État d'y répondre, seul, et d'édicter des règles auxquelles tous les hommes de science devront se conformer? Assurément, je ne le pense pas. Faut-il laisser aux chercheurs le soin de décider? Faut-il se débarrasser sur eux d'une responsabilité qui est celle de tous? Attitude délicate entre le dogmatisme et l'abandon. Le comité, votre comité d'éthique, doit être le lieu du dialogue, de la confrontation et de la réflexion. Des thèmes de réflexion, il y en a beaucoup en biologie. Aujourd'hui, on sait manipuler les gènes, les chromosomes, et l'on sait faire rencontrer en éprouvette des ovules et des spermatozoïdes humains. Plus de 100 bébés éprouvettes sont nés ainsi dans le monde. C'était audacieux, mais le résultat est bon. Dans ce conteneur d'air liquide dorment à moins 196 degrés de minuscules embryons humains congelés. Pour qui? Pour quoi faire? Lourde responsabilité. Dans d'autres pays, des embryons ont été réimplantés. En France, ils dorment verrouillés, en attendant le feu vert du nouveau comité d'éthique, car les chercheurs n'ont pas voulu prendre seuls la décision de les réimplanter chez une femme. Nous pensons que la décision ne dépend pas de nous, ni des biologistes, ni des médecins, ni même éventuellement des couples seulement demandeurs. On est actuellement dans un développement de la biologie qui pourrait être utilisé n'importe comment, qui l'est d'ailleurs quelquefois, et nous pensons que la société a un droit de regard là-dessus. Voici maintenant un autre exemple, un embryon de vache que l'on coupe en deux sous microscope. On peut en faire des jumeaux, on peut aussi en garder un et faire toutes sortes de recherches sur l'autre pour corriger des anomalies, améliorer la qualité des veaux. Mais si c'était un embryon humain, la technique pour les mammifères est la même, mais pas l'éthique. Autre chapitre important, les essais thérapeutiques avec les nouveaux médicaments. Ils peuvent provoquer des accidents parfois mortels. Autant de thèmes pour le nouveau comité d'éthique qui compte respecter 3 grands principes. D'abord et avant tout, le respect de la personne humaine. La médecine concerne l'homme, un homme avec son âme, ses os, ses dents, comme l'a dit un grand poète contemporain. Le deuxième principe est le respect de la science. Il ne s'agit en aucun cas, sous prétexte d'éthique, de retarder les progrès nécessaires de la science. Et enfin, le troisième principe est que la science porte souvent en elle-même le moyen de limiter ses dangers, ses inconvénients. Le comité d'éthique n'a plus qu'à se mettre au travail. Conscient de l'ampleur de la tâche, il tiendra sa première réunion technique dans 10 jours. Et c'est demain que se termine la marche pour l'égalité et contre le racisme. Les 32 jeunes marcheurs qui sont partis de Marseille le 15 octobre dernier devraient être rejoints place de la Bastille pour une grande manifestation où l'on attend près de 100 000 personnes.
Le succès de cette marche organisée par de jeunes immigrés du quartier des Minguettes à Lyon est une surprise, il faut bien le dire, au moins par son retentissement, puisqu'aujourd'hui, de nombreux partis de gauche et divers groupements s'associent à cette opération. Il faut pourtant reconnaître que l'initiative en revient d'abord à ces jeunes immigrés de la deuxième génération, comme on les appelle, ceux qui sont nés en France et ne connaissent que ce pays. Un pays qui leur offre parfois bien peu d'occasions de s'intégrer. Il y a une illustration particulièrement dramatique de ce problème, c'est le statut des enfants de harkis. Jean-Jacques Dufour les a rencontrés dans le sud de la France. La guerre ne tue pas toujours, parfois elle blesse, et certaines plaies se transmettent même de génération en génération. C'est ce qui est arrivé aux harkis, victimes oubliées de la guerre d'Algérie. Moi, je suis déjà fils de harki, je suis pas harki, mais je supporte les conséquences. Hein. On habite toujours dans les baraques depuis 64, hein, alors que c'était privé pour 5 ans. Moi, je suis monté en 70 à Paris quand il y avait Marcelin comme ministre de l'Intérieur, soi-disant que dans 2 ou 3 ans, ça allait s'arranger. Et depuis 70, on est en 83 et ils habitent toujours. Il y a l'humidité, tout ce qu'on veut. Hein. Effectivement, garde forestier dans les Alpes-Maritimes, ces hommes habitent encore des logements préfabriqués construits en 63. Dans leur hameau, situé à quelques centaines de mètres de cet endroit-là, vivent 19 familles. Les vieux, un peu désabusés, ne pensent plus à leurs conditions de vie, mais au chômage des enfants. Moi j'ai des enfants, ils regardent sur le journal, ils trouvent le travail. Je dis ça y est, ils sont embauchés. Mais ils s'en vont. Le soir, il retourne et dit, oh, je l'ai monté les papiers, il m'a dit, ton père c'était harki. Oh, je regrette, il n'y en a pas. Il y en a un que j'ai embauché devant toi. Il n'est pas embauché quelqu'un, mais il ne voulait pas embaucher nos enfants, c'est tout. Hein. Par rapport à la moyenne nationale, 4 à 5 fois plus de jeunes sont sans emploi parmi la population des Français musulmans rapatriés. Vous voyez l'avenir comment? Pas rose. Vraiment pas rose. C'est-à-dire encore pire que les parents, parce que les parents encore ils ont été un peu pris en main par le gouvernement, tandis que nous on est perdus parce que quand on cherche du travail on est refusé parce qu'on est des Arabes, et quand on cherche par exemple un logement c'est pareil, exactement la même chose. On est ni des immigrés ni des Français, on ne sait pas qui qu'on est. Problème d'identité, échec scolaire et manque de qualification font des fils de harkis les victimes toutes désignées du chômage. Et en plus, tout comme les immigrés, les Français musulmans sont victimes de la xénophobie. Pas la pièce d'identité comme ça. Ben non, de toute manière, ça, il apprend pas la différence, c'est pas possible. Si même plusieurs fois, quand on est refusé des fois, on a les papiers sur nous, on montre la carte d'identité, mais on n'a rien à foutre de la carte d'identité. Pour nous, t'es un arabe, et puis c'est tout. Et quand on va voir un arabe, on lui montre la carte d'identité française, il nous dit casse-toi, t'es pas un arabe, t'es un français. Alors on sait plus où on est. De toute façon, nous, on continuera à ne pas être acceptés. Mais ce qu'il faut espérer, c'est quand même que nos enfants ils puissent avoir une petite chance. Parce que c'est pour voir souffrir son gosse, c'est pas la peine. Hein. 100 000 de ces Français musulmans, soit un quart de la communauté, accumulent ainsi sur leur tête tous les problèmes du moment. Sport maintenant avec 3 informations. D'abord la visite d'Albert Ferras à François Mitterrand. Le président de la Fédération française de rugby a abordé la question de la tournée de l'équipe de France de rugby en Afrique du Sud. Seule précision de M. Ferras à sa sortie de l'Élysée, il a répété qu'il était en désaccord avec François Mitterrand sur ce sujet. Et puis la composition de l'équipe de France de rugby pour le match France-Roumanie est maintenant connue. C'est la même que celle qui a battu les Australiens il y a 15 jours au Parc des Princes. Le match aura lieu dimanche à 15 h au stade des 7 Deniers à Toulouse. Enfin, la première épreuve de la Coupe du Monde de ski masculin se déroulait cet après-midi en Yougoslavie. C'était le slalom spécial messieurs et c'est Andreas Wenzel du Liechtenstein qui l'a emporté. Et puis, il y a un tiercé demain à Saint-Cloud. Je vous laisse découvrir les pronostics de Pierrette Bresse. Le 3, le 8, le 19, le 13, le 17, le 12, le 9 et le 11. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré qui nous refait le coup de la patate. Oui, vous vous souvenez, en météo, un bel anticyclone, on appelle ça une patate. Eh bien là, on a un anticyclone colossal. Il est colossal cet anticyclone. Regardez-le sur la photo satellite. Vraiment magnifique. 1045 millibars, un anticyclone de 1030 millibars, c'est déjà énorme. Alors 1045, regardez, il n'y a absolument pas de nuages sur toute l'Europe de l'Ouest. On voit parfaitement ici la neige sur les Alpes et même un peu ici la neige sur les Pyrénées. Simplement quelques nuages d'altitude sur la Côte d'Azur. Voilà, à 13 h, il n'y avait pas de nuages en France.
pour demain et dimanche, regardez la carte. Samedi, dimanche, beau temps partout. Simplement attention aux gelées matinales, moins 7 dans le centre, moins 5 région parisienne, moins 4 dans le nord, moins 9 dans le nord-est. Des gelées partout, sauf sur la pointe de Bretagne, la Côte d'Azur et la Corse. Il gèlera, il devrait geler à Marseille, c'est vous dire. Les températures resteront négatives l'après-midi sur le nord-est, à Reims, dans le centre, et 2 à Paris, 3 dans le nord, 5 à 7 en Bretagne. moins 1 à 5 dans le centre, 8 à 9 seulement au sud-ouest et 9 à 12 degrés maximum sur la Méditerranée. Ça n'est pas chaud, ça va baisser encore. Demain, samedi 3 décembre, 2 minutes de soleil en moins, levé 8h26, couché 16h54. C'est la Saint-François-Xavier dont le biographe bien connu est Caton. Vous connaissez Caton, hein? Lequel Caton? Celui de l'Antiquité ou celui dont il est question aujourd'hui? Non, le nouveau, bien sûr. J'ai une petite idée là-dessus, on le saura mieux tout à l'heure après apostrophe, puisque Bernard Pivot reçoit Caton ce soir. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'actualité avec Hervé Claude aux environs de 22h50, juste après apostrophe. Bernard Pivot reçoit donc Caton, je vous le disais, et puis demain à 12h45, antenne de midi, l'invité sera le commandant Cousteau. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2.